Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'émission Cabinet Story, une émission consacrée aujourd'hui au développement du cabinet, de l'activité professionnelle, de la vie personnelle aussi. Et pour cela, j'ai l'immense honneur d'accueillir deux représentants de l'Académie C2S Dental Formation, qui sont Pierre-Michel Leprado, aussi fondateur de cette même académie, et Mathieu. Et je vais vous laisser grand soin de vous présenter, s'il vous plaît. Eh bien, je suis Pierre-Michel Leprado, effectivement, j'ai plusieurs métiers. Le premier métier, c'est chirurgien-dentiste, qui relie quand même pas mal de gens ici dans la communauté. Et l'autre métier, ce sera formateur-coach pour les équipes dentaires. Formateur-coach, pas dans toutes les formations possibles et imaginables, uniquement celles qu'on va appeler l'environnement de travail, c'est-à-dire la gestion, le management, le recrutement, la communication, enfin les choses qui permettent de mieux travailler techniquement. On ne fait pas de formation sur les sutures et les incisions, on fait les formations sur tout le reste qui n'est pas les formations techniques. Le hors clinique, mais qui est aussi fondamental. Qui est fondamental, exactement. Alors moi je suis le docteur Mathieu Vip, j'ai comme Pierre-Michel, une double casquette de chirurgien-dentiste depuis plus d'une décennie maintenant. Et puis, je suis donc également coach formateur. J'ai dans cette partie accompagnement, j'ai vraiment aussi une spécialité sur l'accompagnement des cabinets qui se créent, qui se transforment. Et j'ai moi-même fait plusieurs projets en partant d'une page blanche. Donc, c'est vraiment un des points qui me passionnent tout particulièrement de pouvoir accompagner les confrères et consoeurs sur ces questions qui sont hyper sensibles. Ouais, et à la base, à la genèse de leur projet. Donc, dès la genèse, dès qu'on commence à y penser, dès qu'on commence à faire les plans, avant même d'acheter le terrain, là, c'est le meilleur moment. Ça, c'est bien, parce qu'au final, c'est peut-être même le meilleur moment pour se sensibiliser à ces thématiques-là. Plutôt que de déconstruire pour reconstruire, autant anticiper et construire, bâtir sur de bonnes bases. Et quel est votre parcours? Comment vous en êtes arrivé là? Quelle est la genèse de C2S Dental Formation? D'où est parti tout ça, en fait? Parce que, d'expérience à la faculté, on forme à être des très bons cliniciens. En 6e année, il y a une petite partie organisation, gestion de cabinet, mais nous qui durait peut-être 2 fois une semaine, quelques heures d'intervention, mais qui nous donnait vraiment pas le bagage. Et c'est généralement quand on arrive en clinique qu'on se rend compte que management, c'est quoi? Faut recruter, c'est ça? Enfin bref, et qui sont partie prenante de notre activité, de notre quotidien de chirurgien-dentiste. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à aller au-delà de ce rôle de clinicien et justement de vouloir apporter à d'autres confrères des solutions pour ces problématiques-là? Oui, tout à fait. Pour ma part, à 28 ans, donc de façon précoce dans ma carrière, je me destine à vouloir être un excellent dentiste. Je fais le parcours de la personne qui veut être un excellent dentiste et qui croit qu'un itinéraire technique est le bon. Je fais les DU, je fais les formations à l'étranger, etc. Et je rencontre des aînés, des gens qui ont 50 ans. Et quand on est au restaurant, en dehors des conversations techniques qu'on peut avoir dans les formations, je les vois au restaurant ne parler que d'une chose. Moi, je me dis, on va parler de bactéries, on va parler d'incisions. Et en fait, quand on est au restaurant, en privé, dans des conversations libres, un peu comme on est là, ils me parlent que d'une chose, les conflits qu'ils ont avec leur assistante, le recrutement, est-ce que je lui donne une prime, est-ce que je lui donne pas, tu fais quoi? Et j'avais comme une espèce de contraste entre le matin, quand on est dans les formations, où dès qu'il disait une phrase, il citait l'auteur, il citait la référence, il recitait tout le temps l'endroit où ils avaient réfléchi, enfin où ils s'étaient laissés inspirer. Et puis alors, quand il parlait de comment on fait une politique de rémunération variable, alors là, c'était la one again. Il n'y avait aucune chose. Et je voyais des gens qui mettaient leur organisation basée sur des intuitions, aucunement basé sur des études de psychologie ou des études qu'on pouvait trouver ailleurs. Cela m'a interloqué à ce moment-là et du coup, je suis allé chercher les informations là où elles se trouvaient, c'est-à-dire partout, sauf dans les universités. Et j'ai commencé à aller voir dans les autres métiers où c'était aussi crucial que chez nous, sauf qu'eux, ils s'en occupaient, ils avaient des structures pour y réfléchir et chez nous, il n'y avait pas. Et c'est en réfléchissant comme ça, dans l'hôtellerie, en réfléchissant comme ça aussi dans le milieu des artistes, qui ont aussi beaucoup de problèmes avec la relation argent, que j'ai pu exporter ces concepts pour aller les traduire dans une langue qui s'appelle le cabinet dentaire. Et à la base, je l'ai fait de façon, comment dirais-je, dirigée vers mon cabinet. Le cabinet était alors petit, un docteur, 2 assistantes, et j'ai mis tous ces concepts-là en place dans le cabinet. Et il a grandi, aujourd'hui on est 55, 60 dans le cabinet,
Et je les ai mis en place, je les ai testés et je leur ai donné, comment dirais-je, du sens à chaque fois, je les ai traduits, je les ai bonifiés et c'est ainsi que je suis devenu passionné. Et puis, au départ, des amis m'ont dit « mais comment tu fais ?» Et puis un ami est devenu 2, et puis un ami est devenu 4. Et puis ensuite, j'ai décidé de me structurer pour tout simplement aider les gens, parce que j'aurais bien voulu qu'on m'aide 10 ans plus tôt, parce que l'aventure elle avait duré 10 ans là, et j'aurais bien voulu qu'on fasse pareil pour moi. Et à ce moment-là, j'ai inventé comment dirais-je, les formations qui n'existaient pas et que j'aurais adoré avoir à 28 ans. Et c'est comme ça que l'aventure elle a commencé. Tout ce pan de formation non clinique, justement. Et on est en quelle année là? J'avais 28 ans. Voilà. Tu verras, ça viendra aussi. Ça arrive à des gens très bien. C'est ça. Et toi, Mathieu, qu'est-ce qui t'a justement motivé, poussé à rejoindre le sillage, à partir à l'aventure, à sortir là aussi de la clinique pour s'intéresser à ces sujets de relations humaines, managériales, qui sont aussi passionnantes? Bien, écoute, moi j'ai envie de te dire que l'organisation, c'est en moi, j'ai toujours été passionné par ça et je pense depuis le premier jour. Et ce qui s'est passé un peu mécaniquement, c'est que même sur les premiers postes que j'ai pu occuper en sortant de faculté, en fait, j'avais toujours des amis qui étaient là en train de m'appeler pour prendre des conseils, pour savoir comment je faisais. Et ils comprenaient pas que moi, de mon côté, j'étais au niveau 1, j'avais pris des mentors, je me renseignais, je me documentais. C'est vrai que j'avais déjà l'impression de m'en sortir plutôt très bien, puis j'avais déjà tous ceux que je connaissais qui m'appelaient. Donc, si tu veux, j'avais ce côté en plus, me dire, bon, je vais pas m'en sortir, voilà, roule un peu des mécaniques, on se dit, putain, c'est pas mal. Et puis, en fait, là, avant ma trentaine, avant mes 30 ans, j'ai fait la rencontre du coup de Pierre Michel sur une première session de formation. Et ça m'a ouvert, on va dire, un champ des possibles que j'imaginais pas, et notamment ça m'a fait éclater une croyance limitante que j'avais en moi, qui plus on est nombreux, plus on a d'embêtements au sein de notre cabinet et dans notre vie. Donc en fait, moi j'étais j'avais monté un premier projet, un premier cabinet que j'avais construit avec un associé, mais pour moi, plus on est moins il y a de monde, mieux on se porte. Donc j'étais plutôt dans ce schéma-là. Et puis finalement, ces formations que je voyais un peu de manière isolée avec Pierre Michel, je me suis rendu compte qu'il fallait y aller à fond. Et en fait, ça m'a transformé. J'ai révélé un potentiel que j'avais en moi, d'où un peu le nom de notre série de formations qu'on commence là. Et ça m'a ouvert les yeux. Moi, j'ai transformé mon cabinet à titre personnel. Et puis après, il y a des événements de vie aussi qui sont pas toujours les plus agréables, et notamment un divorce que j'ai eu à traverser pendant cette période-là. Et là sont venues aussi d'autres priorités, c'est-à-dire que j'ai une merveilleuse petite fille, j'ai dû me battre et j'ai eu la chance de pouvoir en avoir la garde, et ça a été pour moi une nécessité de transformer mon organisation pour être au service de ma petite fille et de ne pas subir mon organisation. Donc finalement, les steps que j'étais en train de gravir, il a vraiment fallu que je sorte de ma zone de confort et que j'aille encore plus loin. Grosse source de motivation. Voilà, ça m'a amené du coup à construire un autre cabinet, un autre projet pour pouvoir être plus proche de mon domicile. Et puis en fait de fil en aiguille, avec une confiance et effectivement tellement d'outils où on travaillait bien ensemble, j'en suis arrivé au point de me dire, mais voilà, moi aussi j'ai envie de pouvoir transmettre ça. On continuait bien sûr à m'appeler toujours toutes les semaines pour me demander, pour me poser des questions. Et un jour, je me suis lancé, j'ai fait ma demande irraisonnable à Pierre Michel, de me dire, écoute, voilà, Pierre Michel, je pense que on est fait pour travailler ensemble, allons-y. Et c'est comme ça que on m'a accueilli dans le bateau, et qu'aujourd'hui on peut tous les deux on sillonne la France pour faire des audits de cabinet, pour faire des séminaires, pour faire des consultings. Et c'est vraiment génial. Et aujourd'hui j'ai une harmonie dans ma vie perso ou pro que je suis ravi de pouvoir partager, parce que ce que j'ai traversé, je sais que je suis pas le seul. Et du coup, je suis ravi de pouvoir accompagner d'autres personnes dans ces chemins. C'est une très belle histoire. C'est toujours une force dans les obstacles de la vie, de justement réussir à rebondir et de pas s'accabler, malheureusement, de pas rester paralysé, quoi. Et justement, sur cette dualité clinicien, expert de l'organisation, de l'accompagnement, comment vous organisez un petit peu vos activités? Tu parles d'équilibre, vous répartissez
ça commence, parce que quand vous partez sillonner la France, apporter assistance ou conseil à des cabinets, vous n'êtes plus forcément au fauteuil, vous avez une organisation spécifique pour ça. Déjà, moi, il y a une citation qui me porte par rapport à ça, c'est qu'on reconnaît un bon manager quand il n'est pas là. En gros, si tu travailles bien en management, si tu fais bien les choses, si les consignes sont tellement claires, les process sont tellement reproductibles, ben tu peux quitter l'organisation et l'organisation n'est pas en faillite. En fait, quand tu es nécessairement présent, parce que quand tu n'es pas là, ça n'a plus ni queue ni tête, c'est déjà une faille dans le système. Donc très rapidement, j'ai mis des systèmes pour pouvoir que le système marche évidemment bien. Après, pour moi, en ce qui me concerne, évidemment, les structures, elles sont indépendantes juridiquement et j'ai, comme associé, toujours des privilèges de travailler avec des gens, évidemment, c'est grand un, mais j'ai aussi des devoirs. Une association, c'est un peu comme ça. Donc, au niveau du cabinet, je suis engagé dans une espèce de partenariat avec mes associés, que j'adore, pour 1100 heures, 1100, 1200 heures. Donc, pour les gens qui nous écoutent, 1200 heures, c'est en rapport avec 1600 heures, qui est un temps plein pour une assistante ou un assistant en France et donc ça fait 1200 heures. Et puis les jours de formation que je donne en France, à travers la France, eh bien c'est 100 jours, sans les voyages. Et donc il faut additionner ces deux modèles-là pour voir à peu près le canevas que ça donne. Et voilà, et du coup en fait, ce qui me permet en fait de mettre en face l'une et l'autre de ces activités. Bon, d'abord, c'est quand même il y a la synergie entre les deux activités. Elles ne sont pas strictement séparées. Mais c'est tout simplement que l'équipe A fait le travail qui va bien quand j'y suis pas et l'équipe B fait bien le travail quand j'y suis pas. D'ailleurs, ils le font vraiment très très bien. Donc moi, c'est un privilège de travailler dans ces conditions-là et j'ai un problème de vocabulaire, je crois, dans le vocabulaire français, c'est le mot travailler. Et moi, j'ai l'impression de jamais travailler. Et je pense que ça me fait peut-être un point commun avec un dénommé Bruel, Patrick Bruel, parce que j'imagine que quand il va faire un concert, il dit pas à son enfant, papa, il va au travail, et qu'il a un problème probablement avec ce mot-là. Et je sais pas, j'avais déjà 30 ans, 35 ans que j'avais un problème avec ce mot-là, et ça n'a pas changé, donc j'explique un peu l'histoire, mais je ne le vis pas comme un travail, je le vis comme un privilège de pouvoir être avec des amis, parce que Mathieu, évidemment, c'est un ami, les gens au cabinet, c'est des amis, et les clients, ils finissent par devenir des amis. Je les connais tellement, et puis, il y a un accompagnement tellement personnalisé, tellement proche qu'effectivement, tu casses un peu la barrière de tout ça. Mais je crois qu'il y a une citation comme ça qui dit celui qui vit de sa passion ne travaille jamais, en gros. Exactement. Exactement. Qui livre bien ça. Et ce que tu évoquais me faisait penser aussi à un autre principe. Alors là, on part un petit peu, on quitte la santé, mais il y a Warren Buffett, je crois, dans sa biographie et tout, à un moment donné, il explique que il investit dans des boîtes, uniquement dans des boîtes qui peuvent être dirigées par un sandwich au jambon. Alors, le sandwich au jambon, ça sort d'où? En gros, c'est cette notion-là que c'est des boîtes qui ont des fondamentaux, des organisations tellement solides que peu importe qui est à la tête, le paquebot avance, quoi. Et justement, c'est moins risqué que quelqu'un qui incarne un peu trop ces trucs-là. Donc, ouais, la notion du bon manager, c'est le manager qui peut partir. Mais bon, pour en arriver là, je pense qu'il faut aussi travailler, avoir les bonnes bases et un management toxique existe aussi. Ouais, et puis c'est un travail au quotidien. Je pense que là, ce que nous partage Pierre Michel, c'est pas là où il faut pas avoir de contresens, c'est pas un truc qui apparaît en un jour, c'est pas quelque chose où on se dit tiens, allez, on met une règle en place et puis bim, c'est parti. C'est d'ailleurs, ça fait partie des choses dont on parle d'ailleurs dans la formation, mais c'est des moments avec des réunions, c'est des moments où on vient tous les ans, tous les mois, un peu affûter notre site, notre organisation, si tu veux. Enfin, c'est hyper flexible, hein. Donc c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps et c'est pour ça que ça marche. Enfin, voilà, c'est parce qu'on est, je pense, très flexible là-dessus. Hein. Ouais, c'est clair. Nous, un des mots qu'on utilise dans la formation, c'est le mot harmonie. C'est aussi un peu dans le titre de la formation. Et l'harmonie, c'est un peu quand même quelque part un équilibre instable. Et de cet équilibre instable, la nature a envie d'envoyer un peu de désordre. Donc oui, il faut créer le process pour aller à l'harmonie. Puis après, c'est tout un travail au quotidien, presque heure par heure, en tout cas toutes les semaines. Il faut dégager l'énergie, dégager une vision et dégager de la conviction pour que cette harmonie, elle perdure. Et il ne faut pas avoir peur aussi de la désharmonie, parce que tu l'as déjà dit
un peu. Dans la désharmonie, c'est l'occasion de créer une crise qui va faire une harmonie un peu meilleure, parce qu'on va aller mieux chercher des solutions. Donc tout ça, c'est vertueux, et cet équilibre, un peu comme un électron autour d'un proton, là, eh bien, c'est quelque chose que je chéris, et c'est très bien comme ça. C'est pas pour moi un problème qu'il y ait des désharmonies temporaires, parce que je sais qu'on va ressortir mieux de cette désharmonie temporaire. Oui, les petites épreuves. On en parlait. Et oui, c'est cette notion aussi de ce concept plus que d'équilibre, mais de balance au final, parce qu'on a tendance toujours à mettre un peu en opposition plaisir, travail, et tu l'as très bien dit, en fait, le cercle vertueux, c'est quand je prends du plaisir, par exemple, au travail, ou que le travail est une source de plaisir, et c'est comme ça que je peux me perfectionner, enchaîner les heures du temps. Tu as parlé de 100 jours de formation, 1200 heures, je crois que tu en fais le cumul, t'aimes tellement les 35 heures que tu les fais 2 fois dans la semaine quasiment, quoi. Enfin, on travaille, et pourtant on est obligé d'être passionné pour pouvoir délivrer un petit peu tous ces efforts. T'as le même équilibre à peu près, Mathieu? Écoute, moi je suis à dire que j'ai ma casquette formateur, ma casquette chirurgien dentiste et ma casquette papa qui avec une petite fille prend énormément de place. Donc effectivement, je suis dans ma bulle des 1600 heures avec un 3/4 temps dentiste et un quart temps sur la partie formation. Et c'est vrai que c'est la force de l'équipe qui fait que ça fonctionne et qu'on peut faire des consultings, on a maintenant des outils digitaux en plus. Donc c'est vrai que on a ce mélange. Souvent, on en plaisante beaucoup avec Pierre-Michel parce qu'en fait, on sait pas quelle jour on est. Si tu veux, c'est le week-end, c'est pas le week-end, c'est la semaine. On a un planning. Voilà, et on a développé justement des outils aussi d'automatisation qui fait que l'idée, c'est de pas forcément avoir à y réfléchir. Chaque équipe sait quand on a des disponibilités. Et ça libère beaucoup l'esprit finalement. Moi, c'est comme au cabinet, je découvre mon planning le matin, quoi. Si tu veux, je me dis qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Et ce qu'il y a dans cette notion de plaisir, je crois que ce qui me nourrit, mais je pense parler pour Pierre-Michel aussi, c'est les retours dingues qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est de créer, que ce soit au sein du cabinet, des retours de dingue avec des patients qui sont fans, qui arrivent avec le sourire en disant mais c'est incroyable ce que je vis chez vous. Donc c'est ça aussi ce qu'on aide à construire. Et au sein des chirurgiens dentistes, des confrères, des consoeurs qu'on peut accompagner, c'est tous les SMS qu'on reçoit quasiment chaque jour. Ah mais c'est dingue de transformer ma vie. Mais là regarde, on envoie la petite photo. Regarde, c'est mon nouveau cabinet qui vient de se construire. Alors, regarde ma nouvelle équipe. Regarde ma petite fille à son spectacle de danse ou à son match de judo. Elle va dire mais regarde, jamais j'aurais pu faire ça il y a 1 an. Voilà, c'est des trucs qui nous mettent des larmes aux yeux parce que c'est hyper touchant, quoi. Donc c'est ça qui nous nourrit, quoi, vraiment. Et ça, enfin, vous devez y être aussi confronté. Mais quand on parle de justement vouloir organiser son cabinet, sa vie professionnelle, aller chercher, il y a toujours un peu aussi parfois ces notions de rentabilité, de croissance, de développement et tout. Pour beaucoup, enfin moi, j'ai déjà entendu de certains proches ou autres qui disent ouais, mais enfin, ils mettent ça en opposition avec soigner les gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est genre, nous on fait de la santé, on n'est pas activité là-dessus, ça c'est plus du business, des trucs comme ça. Enfin, je partage pas ça, c'est faux, faut trouver forcément un équilibre là-dedans. Quelle est votre réponse à ça? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de critique? De toute façon, vous, ce que vous avancez, enfin, vous soignez plus les gens, c'est très centré sur le développement personnel, la rentabilité, les choses comme ça. Je pense que là aussi, c'est des 2 oppositions qui n'ont pas lieu d'être. Quelle est un petit peu votre réponse, votre ressenti sur justement ce genre de comparaisons qui peuvent être faites? Est-ce que c'est des personnes qui ont des pensées un peu limitantes et s'interdisent justement de voir que finalement il y a des solutions pour améliorer leur quotidien et donc du coup ils seraient peut-être responsables des difficultés qu'ils rencontrent là? Est-ce que c'est du coup des stratégies d'excuses? Comment vous voyez un petit peu les choses face à ce genre de critiques? Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui est parfois un peu occulté dans ces débats-là, c'est que sans avoir d'efficacité, et on parle de rentabilité, mais en tout cas d'efficacité au cabinet, c'est impossible de bien soigner à mon sens. C'est-à-dire que comment investir du temps en formation, comment investir du temps en matériel, si on est en train de stresser pour se dire qu'on va peut-être pas payer notre assistante ou notre assistant ce mois-ci. Ça me semble impossible à gérer. Et une fois que on arrive à se dire, tu parles de pensée limitant, donc voilà, on est peut-être sur ce type de choses, en fait, une fois qu'on arrive à se dépasser et à se dire qu'en fait, on va s'aider nous, mais surtout on va aider nos patients en ayant une meilleure organisation, parce que l'organisation, elle va jouer à tous les niveaux du cabinet, on parle de rentabilité, mais c'est la cohésion de l'équipe, c'est
vraiment les soins, faire en sorte qu'on ait du temps pour bien faire les choses. Et quand on est bien organisé, on va pouvoir avoir plus de patients. C'est ce qu'il faut, je pense, mettre en parallèle d'un chiffre d'affaires. C'est pas que les soins ils sont facturés 2 fois plus cher. Hein. Ça veut quand même dire, quand on a une progression de son chiffre d'affaires, qu'on a fait plus d'actes. Et quand on a fait plus d'actes, ça veut dire qu'on a soigné plus de patients. Donc ça veut dire qu'on a aidé plus de personnes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui occultent ça, alors que notre métier c'est ça. On est là pour aider des gens qui sont dans une difficulté. Alors une difficulté de douleur, une difficulté esthétique, voilà, c'est multiple, hein, c'est notre métier. Mais voilà, c'est ce côté, je pense, aidant qui parfois est un petit peu occulté, alors que toute cette organisation qu'on peut mettre en place, elle est au service de ça. Oui, elle n'est pas seulement au service du dentiste qui a envie de le mettre en place, mais également aussi à travers des patients. Ah ouais, effectivement, c'est un paramètre qui n'est pas, pas souvent pris en compte dans ces débats-là, mais ouais, beaucoup plus clair la façon dont tu le présentes. Et puis je pense pour aussi, c'est quelquefois des problèmes qui sont un peu mélangés dans la tête des praticiens que tu nous faisais témoigner, entre guillemets, à travers ta question. Et j'ai vu des exemples dans des secteurs un peu différents qui sont avec la gestion du temps. Je suis allé, comme je disais, faire des séminaires dans les milieux artistiques qui veulent par-dessus tout être libres, pas avoir de contraintes de temps. Et du coup, je les voyais arriver avec une volonté de pas être, moi, je ne suis pas subordonné à une notion de temps, je suis libre, etc. Ils n'avaient pas de montre, tout allait bien. Et en fait, le séminaire, je me souviens très bien, il avait duré au moins 4 jours. Et pendant 4 jours, ils finissaient par tout le temps parler du temps. Parce que comme ils étaient tout le temps en retard, ils avaient un conflit avec la personne qui l'attendait. Comme ils étaient en retard, ils étaient toujours en train de se presser. Donc finalement, à vouloir jamais en parler, tu deviens prisonnier du temps. Puis à côté de ça, je voyais d'autres personnes qui étaient à l'aise avec l'histoire. Ils faisaient un briefing le matin. Alors là, on parlait du temps. On prendra le billet de train à 8h, on fera notre valise à 9h, on fera ci, on fera ça. Et puis quand ils sortaient de la réunion, ils n'en parlaient plus. Ils regardaient la montre 3 fois dans la journée, ils étaient tout le temps en l'heure. Et finalement, ils étaient libres. Finalement, ce que je voyais dans la notion du temps, c'est la même chose que c'est l'argent. C'est-à-dire, c'est ceux qui ne veulent pas parler d'argent qui finissent par en parler tout le temps. Et puis ceux qui en parlent bien dans le vestiaire, eh bien, quand ils jouent au foot, ils sont libres. Ils sont pas en train de regarder leur prime de match ou je ne sais quoi. Ça, c'est un temps pour l'argent. On en parle bien, on en parle sérieusement. Il y a des méthodes. Faut pas faire n'importe quoi. Autrement, on est prisonnier par l'argent et finalement, on a une prison avec des barreaux dorés parce qu'on est obligé d'aller faire des heures pour le banquier. Ça s'appelle une prison sans barreaux, mais l'idée, c'est ça, c'est d'être libre. Et il faut cloisonner dans sa tête les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. Il faut juste bien en parler. Et ensuite, une fois qu'on en a bien parlé, on est avec le patient sans parler d'argent finalement. Faut dire, il plane pas dans la pièce. On veut rendre service aux patients et on se lève le matin pour leur créer des sourires, de la santé, tout ce qu'on veut. C'est un peu, je pense, dans la tête que ça se passe, tous ces trucs-là. Et ça me passionne parce que c'est l'invisible qu'on ne voit jamais et c'est l'invisible qui pilote nos vies. Excellent, ben, ouais, merci pour ces précisions. Et si je reviens un petit peu sur Mathieu, enfin te concernant, tu as dit, toi, ton skill, c'est intervenir à la genèse d'un projet. Quel conseil tu aurais à donner, par exemple, à là, des amis ou même un dentiste qui a envie de se lancer, qui n'est pas encore sensibilisé justement à toute cette notion managériale et tout? Je vois ma compagne est en train de créer un cabinet, elle a passé beaucoup d'heures sur les plans. Les plans sont bien dessinés, l'équipement, le terrain, tout ça. Après, c'est des projets qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de réflexion, il faut être un petit peu partout. Mais quelle importance tu mets et quel conseil tu mettrais justement à quelqu'un qui en est à ce stade-là pour pas qu'il néglige justement cet aspect non matériel, organisationnel et ressources humaines, qui sont, je pense, clés aussi. À quel moment ça doit intervenir et par où commencer? En fait, souvent, ce que moi je vois dans les personnes qui me contactent pour ça, c'est que la réflexion au niveau du plan n'a pas été fait assez tôt. C'est-à-dire que souvent, les gens achètent un terrain ou achètent un local sans avoir pensé au plan. Et quand on pense au plan, c'est surtout finalement à ce qu'on va avoir dans notre cabinet. Et finalement, se retrouvent, une fois qu'ils ont trouvé le local, le terrain, en fait, ils sont contraints
par le local ou le terrain, alors que pour moi, ça devrait être l'inverse. Se dire, OK, on part de ce qu'on a besoin, on se dit, on a une vraie réflexion sur les prochaines années. Est-ce que voilà, je suis seul, combien d'associés, les salles de soins, les bureaux, toutes les pièces qui sont annexes. C'est très souvent ça qui sont oubliés. En fait, ce qui permet en fait des mouvements et d'avoir de la fluidité, c'est les pièces qui sont en dehors des salles de soins. Et en fait, souvent, ça n'a pas été prévu. Ce qui fait que le dimensionnement, souvent, il est pas bon, et que on se retrouve à faire des compromis qu'on n'a pas envie une fois que tout est déjà un peu signé. Et en fait, l'immense classique que je croise, c'est 2 ans après être arrivé dans les locaux, on est déjà soit en train d'acheter un autre terrain, soit on est en train de faire une extension, quoi. Voilà. Donc c'est pas impossible, bien sûr, mais c'est très énergivore. Voilà, c'est très énergivore, c'est un peu compliqué, et souvent ça enferme un peu dans un système d'organisation. C'est voilà là où on débloque le plus de choses, c'est quand c'est pris effectivement avant l'achat d'un terrain. C'est vraiment positionner toutes les pièces maîtresses de son cabinet, de savoir déjà avoir le plan, les besoins. On a parlé rapidement de la dépense limitante, mais ça se trouve en fait il y a aussi des enclaves structurelles, des murs qui font que on est parfois un petit peu contraint, et soit faut changer de local, ou alors engendrer des grands changements pour pouvoir appliquer des choses, ou d'où l'intérêt. Ok, donc en gros, prendre du recul, penser projet long terme, où je veux être dans, j'allais dire 5 ans, c'est peut-être tôt, mais 10, 15 ans, non, peut-être même 5 ans, déjà. il est bien, parce que c'est quand même difficile de se projeter beaucoup après, mais c'est d'avoir moi, ce que je vois souvent, c'est qu'en fait, ça germe, le projet germe un peu dans la tête, il dit, tiens, je vais me lancer, je suis prêt, je vais voir les annonces. Ouais. Toujours. C'est-à-dire que le jour où je suis prêt, le premier truc qu'on ouvre, c'est Internet, et on cherche des annonces. Non, on n'est pas dans le bon ordre. Voilà. Donc c'est juste de dire non, le jour où je suis prêt, c'est pas je vais voir les annonces, c'est ok, c'est déjà où je le fais tout seul, où je me fais accompagner, bien sûr, mais c'est en tout cas, je prends un temps, pas pour le faire à la louche. Voilà, c'est trop souvent fait à la louche, et derrière on a des problèmes dingues, parce que vraiment c'est parfois dur à récupérer, quoi. Donc okay. Donc penser le projet, puis trouver les outils au service de ce projet-là, et pas trouver l'outil et puis après faire. C'est ça. Et puis s'imaginer que dans une carrière, et c'est pour ça que les points de vue extérieurs ils sont incroyables, parce que on peut voir l'évolution d'une carrière, et quand on a le nez dans le guidon, le nez dans sa carrière, c'est difficile de voir les 3 pas qu'il y a derrière. On voit le suivant, on va se dire peut-être que je travaille sur une salle, je vais travailler sur 2 par exemple, mais on voit pas les 3 steps d'après, qui sont qu'on aura potentiellement 3 assistantes, et qu'elles seront dans des bureaux, et qu'elles feront des photos. Voilà, la délégation qu'on n'a pas aujourd'hui, on n'arrive pas à la voir pour demain. Et c'est vraiment des fois notre rôle de dézoomer le truc et de dire un peu, mais voilà, je connais ton projet, je sais où tu vas, et voilà, libère de la place, te bloque pas, te prends pas un boulet au pied qui va produire finalement un frein dans ta carrière dès le début. Et le deuxième écueil, des fois, c'est trop gros. C'est aussi ce que je vois. Oui. C'est des fois, c'est presque l'opposé, mais c'est le tempérament. Il en parlait très bien, Père Michel, le tempérament artiste. Et là, on part, on dit, moi, si j'ai pas 300 mètres carrés, je peux pas soigner un patient, je peux pas poser une facette. Je dis, écoute, peut-être qu'on peut réduire. Et parfois, il y a des mises en sécurité. C'est-à-dire, attends, on va faire un projet qui va très bien marcher, où on peut dormir la nuit, parce que ça reste comme un impératif, quoi. On voit trop de dentistes complètement surmenés ou sous pression de l'argent. Donc non, c'est un moment, justement, faut cadrer les choses, ni trop petit ni trop grand, mais de trouver le bon compromis. Ouais, et bien penser en amont. Le projet est aussi une des difficultés quand on a envie de se lancer, créer son cabinet. Je pense qu'on compose notre cabinet idéal en fonction de ce qu'on a vu, et finalement, à travers notre expérience de remplaçant, c'est peut-être là la seule occasion qu'on a de rentrer dans des cabinets et de voir des fonctionnements qui peuvent être différents, et de se dire ça c'est bien et tout. Il faudrait en fait, je sais pas, mais limite, vous demandez directement, parce que vous, des cabinets, vous en avez vu plein et vous connaissez l'organisation, mais se forcer peut-être à aller voir ce qui se fait pour aller prendre le meilleur et composer, et pas y aller la fleur au fusil avec une idée reçue. Oui, moi je pense que ce que tu dis c'est majeur, c'est que les plans, c'est souvent quelque chose qui est fait en premier, et pourtant ça ne devrait pas être fait en premier. Les bons plans sont subordonnés à l'organisation. Il faut d'abord écrire l'organisation. Voilà, j'aurai une réceptionniste. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller à un moment donné faire des devis dans la pièce qui est ici. Le patient, il va rentrer ici, il ira dans la panoramique. L'assistante, elle est au bloc, elle ira à la stérilisation. Bref, il faut essayer de voir l'organisation du flux de travail.
Et c'est à ce moment-là qu'on a comme un cahier des charges. Cette pièce-là doit être à côté de cette pièce-là. Dans cette pièce-là, il y aura 2 salariés, elle doit faire 15 mètres carrés. Dans cette pièce-là, il y aura il faut qu'elle fasse telle hauteur. C'est comme ça, il faut d'abord écrire. Et en fait, je pense que l'exercice qui est très difficile à faire, parce que souvent, les gens qui sont là, ils ont moins de 35 ans, donc ils n'ont pas forcément la vision de ça, et c'est l'intérêt de venir nous voir, c'est qu'en fait, il faut faire comme 3 plans, comme une écriture superposée. Ici, j'ai le plan des locaux, ok. Ici, j'ai le plan de l'organisation, ça s'écrit un plan d'organisation. Et puis ici, j'ai le plan financier. Si bien que quand je change quelque chose au niveau du plan ici, qui est le plan de travail, le plan d'organisation, qui dit je vais avoir 2 réceptionnistes côte-côte, parce que j'ai 4 dentistes, donc 4 dentistes, ça me donne tant de patients qui rentrent. Il me faut 2 assistantes ici, du coup la longueur de la banque, elle fait tant. Ça va aller faire une écriture dans le plan, qui est paramétrable. En gros, la réception, elle va passer de 1,50 m de large à 2 mètres de large. Et ça va aller dans le plan financier, parce que la banque qui fait 1,50 m, elle coûte 5 000 €, et la banque de 1,50 m, elle coûte 7 000 €. Et ça va donner des amortissements derrière, et ça va donner un plan sur 7 ans. On voit que les écritures, elles sont les unes à côté des autres, et c'est tout un talent, et c'est tout à fait faisable avec une méthode, que quand on change un paramètre ici, qui est souvent le paramètre numéro 1 de l'organisation, il entraîne des conséquences visibles et prévisibles dans les 2 autres plans. Et c'est quand les 3 plans sont bien que maintenant je commence à construire. Une étude approfondie, quoi. Oui. Ouais, mais surtout... Multi-axe. Oui, voilà, multi-axe, c'est ça. Et interdépendant. Comme un tableau Excel sur lequel on irait changer un paramètre et on aurait le résultat là-bas. Et t'as les résultats là-bas. Ouais. Ok. Et donc, ça, c'est quoi? C'est de l'ergonomie, du coup, c'est de l'environnement de travail, de la réflexion autour de l'organisation. Enfin, tout est vraiment entrelacé et emboîté. C'est à travers ces tableaux, c'est comme ça que tu images. Ouais. Pour l'harmonie du travail. Parce que c'est ça, la recherche ultime, c'est pas la rentabilité. La rentabilité, c'est la conséquence ultime, elle viendra bien après. Il faut vérifier qu'elle y soit. Mais le moteur numéro 1 de la créativité, c'est est-ce que les gens vont pouvoir faire le travail d'excellence? Parce que la réceptionniste, elle peut mettre ses coudes, ou elle est comme ça. En gros, cette métaphore-là, elle est un peu bébête, mais voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut vérifier. L'essence, il est sur le plan du milieu. Est-ce que l'organisation humaine, est-ce que l'organisation technique, est-ce que le bloc opératoire, il est suffisant? Est-ce que je vais pouvoir mettre un microscope? Est-ce que je vais pouvoir mettre des caméras? Est-ce que si j'ai des correspondants, ils vont venir voir la chirurgie dans le bloc où ils ne pourront pas rentrer, il faut aller faire rentrer un par un? C'est ça qu'il faut voir. Et après, il faut être un petit peu malin ou un petit peu expérimenté. Et il y a un autre truc aussi, je trouve, qui est très important, c'est que moi, je distingue 2 sortes d'erreurs, entre guillemets. Il y a les erreurs qu'il faut faire et qu'il est nécessaire de faire pour apprendre, typiquement, parce que ça va donner de la rapidité. Typiquement, si je dois faire une publication, par exemple, je vais vouloir la faire vite, parce que s'il y a une faute d'orthographe, c'est corrigeable très rapidement avant qu'il y ait des retombées sur des gens que je connais pas et qui vont se faire une idée de moi à travers cette faute d'orthographe. Il y aura bien quelqu'un qui va m'avertir. Donc en fait, faisons vite et n'ayons pas peur des erreurs, parce que ces erreurs sont faites pour progresser. C'est la philosophie Maker, elle s'appelle comme ça. Le cabinet est construit là-dessus, la société de formation est construite sur ce concept-là. Faisons des erreurs pour aller vite. Mais à côté de ça, il faut faire attention. Il y a des choses, des erreurs qui ne s'adaptent pas au système Maker. C'est une cloison qui est mal positionnée. Parce qu'une cloison qui est mal positionnée, elle ne peut pas se déplacer avec des pixels. Et elle coûte très cher. Et elle coûte tellement cher qu'on ne le fait pas. Donc on se trompe sur une erreur qui est dite irréversible. Et je pense que avoir Mathieu comme soutien et comme accompagnement, c'est une garantie de faire les choses vite quand il faut les faire vite et de les faire de façon sécurisée par l'expérience des 100 cabinets qu'il a construits en accompagnement, qui vont éviter et garantir les non-erreurs qu'il ne faut pas faire. D'éviter que la cloison soit si j'avais quelqu'un de 28 ans, ici, c'est ce que je lui dirais. Je lui dis, mais fais-toi accompagner pour ne pas faire les erreurs que tu ne dois pas faire. Et fais-toi accompagner pour faire toutes les erreurs que tu dois faire. Parce que c'est avec ça que tu vas apprendre et c'est ce qu'il faut faire. Très clair. C'est le côté accélérateur de carrière. Qu'en fait, sur pareil, quand on se fait, alors souvent on a l'image des mentors, mais voilà, c'est les accompagnements, ça permet de gagner 10, 20 ans de carrière. Il y a plein d'erreurs qui ont été faites par d'autres, donc on n'est pas obligé de les refaire soi-même. Donc c'est un peu l'idée. Ouais, en plus, c'est là où j'allais y venir. En gros, quelle est pour vous l'importance
de mettre un petit peu au centre dans la tête des personnes qui nous écoutent et de nos confrères cette nécessité d'organisation, de structure, de développement d'activité, en fait toutes les choses que vous apportez, qui est votre quotidien à travers votre centre de formation. Quelle est voilà, selon vous, les clés ou on va dire les pain points que ça va lever et comment et pourquoi ça facilite aussi la vie de tout le monde? Je crois qu'il y a un point qui est primordial dans l'organisation, c'est la cohésion de l'équipe. En fait, ce que va amener une bonne organisation, ce qu'on perçoit pas toujours, c'est pas, les gens viennent rarement directement sur ces questionnements-là. De créer de la cohésion, de créer de l'enthousiasme, de mettre toute l'équipe dans le même game et que tout le monde vienne avec la banane au sourire et soit content de venir gagner le match. Ça, c'est voilà, je pense vraiment un point important parce que quand on s'intéresse à l'organisation, finalement, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun a sa tâche. Et Pierre-Michel le disait très bien, il y a certaines personnes des fois qui ont cet a priori d'être dans une prison d'organisation, une prison de règles, mais en fait c'est un instrument de liberté incroyable pour soi, mais en fait pour toute l'équipe aussi. Et ça, c'est quelque chose après que les patients ressentent. Quand ils vont arriver dans le cabinet, ils sentent bien, ils disent « Oh, mais non, votre équipe, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on est chouchouté, qu'est-ce que voilà, tout le monde a le sourire. » Et eux, ils ne le perçoivent même pas parce qu'en fait, tout est écrit à l'avance et ça permet finalement, les process sont faits à l'avance. Et pour les patients, le but, c'est que ce soit extrêmement naturel. Et du coup, leur expérience, en plus, elle est aussi incroyable. Donc je pense qu'il y a un des points principaux moi, que je vois, c'est la cohésion de l'équipe. Ouais, une des clés, enfin en tout cas un des piliers, c'est l'épanouissement de l'équipe au service du patient. Et dès qu'on se penche sur les questions d'organisation, ça fait partie des points majeurs. Ce que tu vois sur oui, bien sûr. Ce que je remarque, c'est vraiment assez constant. Les dentistes avant l'âge de 30 ans ne dorment pas la nuit. Pourquoi ? Pour des problèmes techniques. J'ai ma cavité d'accès qui est à faire, j'ai mon composite, il n'a pas tenu, j'ai cassé un instrument dans un canal. Et quand je vois quelqu'un qui a moins de 30 ans ou 32 ans, je lui demande « T'as bien dormi ?» Il me dit non, je lui dis pourquoi ? Ah, mon instrument qui a cassé, le truc, etc. Puis quand j'ai quelqu'un qui a plus que 32 ans, je lui dis « T'as bien dormi ?» Il me dit non, je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ah, mon assistante. Mon assistante, elle était de mauvaise humeur. Mon assistante, elle a fait ci. Mon assistante, j'ai l'impression qu'elle va démissionner. Mon patient, ah là là, mon patient, il est au conseil de l'ordre. Là, il est en train de chercher le numéro de téléphone du conseil de l'ordre. Mon patient est en train de dire chez le coiffeur que je suis pas un bon dentiste. Mon associé, on se parle moins, on se parle plus. Et finalement, une fois que les problèmes techniques ont été réglés, ou disons, il n'y a jamais la perfection en technique, mais c'est comme une utopie. Mais quand on se rapproche, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de sérénité, ça se rattrape, même un instrument cassé, ça se rattrape. Par contre, un conflit bien serré, un conflit dans lequel on s'est tellement mal exprimé, on a tellement serré le nœud du conflit, il y a des conflits de type irréversible, et c'est ça qui ronge. Et donc, c'est une des façons, souvent, où ils rentrent en contact avec nous, c'est pour les aider dans les problèmes de conflits très serrés, et c'est tout le temps des choses humaines. Et rarement un instrument cassé. Moi, j'ai encore personne qui m'a appelé parce que son composite n'avait pas tenu. Ils savent faire, enfin voilà, c'est contrariant, oui, mais c'est pas aussi rongeant que les problèmes qui sont liés à l'humain. Et est-ce que tu as été bien formé, toi, à la fac ? Est-ce que tu as été bien formé à la fac sur l'humain ? Est-ce que tu avais une matière qui s'appelait histologie humaine ? Tu avais une matière qui s'appelait anatomie du cerveau, de la psychologie, des trucs ? Non, tu n'avais pas, et moi, j'ai pas eu. Comment ? Anatomie, oui. Oui, anatomie. Descriptive, mais pas de fonctionnement psychologique. Non. Et donc, c'est ça l'idée. Ok. Je vais vous proposer un petit jeu, un petit vrai faux. T'aimes bien les jeux ? C'est vrai. J'adore les jeux. Je vais vous poser des petites questions. Le principe est simple, on répond par vrai ou par faux et on a le droit d'aller argumenter et tout. C'est pour aller un petit peu plus en profondeur de tout ce qu'on a présenté à l'heure actuelle. Pierre-Michel, tu commences ? Allez, let's go. Allez. Je suis joueur. Vrai, faux. Le leadership d'un cabinet dentaire repose uniquement sur l'autorité du praticien. Vrai ou faux ? J'ai une citation qui me porte beaucoup. On ne manage pas avec son statut, on manage avec sa stature. En gros, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette citation ? Elle dit que
tu enthousiasmes les équipes, non pas avec une autorité parce que c'est toi qui fais les bulletins de salaire, ou c'est toi qui as le diplôme Bac+5, qui est peut-être même en plus la compétence métier. Tu manages parce que tu inspires aux gens, par ta stature. Donc du coup, elle est très en contradiction. Donc là, s'il fallait que je mette vrai-faux, c'est strictement faux. Ouais, strictement faux. Mathieu, il est plus difficile de gérer un grand cabinet dentaire qu'un petit. Et pour toi, du coup. C'est la question piège, elle est pour moi, là. Donc, tu peux demander l'aide à un ami. Eh bien, j'ai envie de te répondre oui, un entre-deux. Écoute, ça rejoint un peu ce que je te partageais tout à l'heure. Je pense que moi, ma première lecture dans la vie a été qu'un petit cabinet était plus facile à gérer, que finalement, sur une petite équipe, c'était plus simple parce qu'il y avait, voilà, c'est maintenant... ce que j'ai quand même pu apprendre, c'est qu'en grandissant et en ayant un cabinet plus grand, en étant entouré, eh bien, en fait, t'es plus tout seul à porter le poids du monde sur tes épaules. Tu vois, c'est-à-dire que t'es plus le seul docteur à devoir, prendre une décision, par exemple, sur un cas où tu vas avoir un doute. Bah, tu peux aller demander à des collègues qui sont à côté, à d'autres docteurs qui sont à côté. Tu vas avoir, je pense, des fois une question de management. Eh bien, avec une grande équipe, bah, finalement, tu vas avoir un assistant, une assistante de direction qui va faire le management, qui va s'occuper des recrutements. Donc, aujourd'hui, je découvre une liberté incroyable avec un cabinet plus grand. Donc, sur la question, je dirais, c'était tourné de quel côté? Alors, il est plus difficile de gérer un grand cabinet qu'un petit. Bah, du coup, mon cœur dira faux. Ouais. Oui, mais on reprend la notion du sandwich au jambon de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que si tu mets un sandwich au jambon à la tête d'un cabinet de 3 personnes, à mon avis, il ne va pas être aussi efficace que sur un paquebot qui a déjà des fondamentaux, des piliers et plein d'experts peut-être pour chaque âge. Mais c'est vrai que c'est assez contre-intuitif parce qu'on se dit plus de monde, plus de bruit, plus de conflits, plus de problèmes. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que... bien amené, au final, ça peut être tout l'opposé. La question qui est derrière, parce qu'en fait, pour être transparent, on avait eu un petit peu cette question-là, et du coup, je te dis qu'on était un peu embêté s'il fallait répondre par vrai ou un faux. Mais j'aurais été embêté pour répondre par un vrai ou un faux. Mais il y a une question qui est presque la même, à laquelle j'aurais pas eu d'ambiguïté, c'est est-il plus amusant? Est-il plus profitable dans une vie qui est courte de faire une aventure d'équipe à 50 ou 60 personnes ou à une personne? Alors là, j'aurais coché une case clairement que c'est plus amusant et proportionnellement amusant, stimulant et contribuant pour des gens en proportion du nombre de personnes. Donc moi, plus les grands, mieux c'est. Voilà. Pour le plaisir. Hein. Oui, après, bien sûr. Plus... Non, mais c'est ça remet aussi au centre cet aspect d'aventure humaine, esprit d'équipe, qu'on porte tous ensemble et que tous les membres de votre équipe portent aussi. Pierre-Michel, les conflits au sein de l'équipe dentaire sont inévitables et ne peuvent pas être totalement éliminés. Est-ce qu'il existe une recette miracle? Donc la question, je la découvre. Alors du coup, il y a deux questions en fait. C'est inévitable et après résolvable. Ne peuvent pas être, sont inévitables et ne peuvent pas être totalement éliminés. D'accord. Inévitable. Oui. Mais j'ai même des conflits en famille. J'ai même des conflits avec mon chien. J'ai des conflits. Des conflits, bien sûr. Deux personnes qui sont en relation, forcément, à un moment donné, on n'est pas d'accord. Ça dépend ce qu'on va donner comme définition du conflit. Si c'est un conflit où on fait prud'homme, si c'est un conflit où on dit divorce, je vais dire non, ça c'est évitable. Mais autrement, un désaccord, quelque chose sur lequel on va même être vexé, mais bien sûr, ça c'est dans le comportement humain. Et puis c'est même pas un problème en soi, c'est désagréable, mais c'est pas majeur. Ce qui devient majeur et qui devient très contagieux et qui est vraiment préjudiciable pour l'ensemble de l'équipe, c'est lorsque le conflit n'est pas géré. Et il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Il y a une technique aussi. Bon, c'est une technique quand même créative, c'est une technique qui demande un peu de psychologie, mais il n'y a pas des gens qui sont doués pour ça et des gens qui ne le sont pas doués. Il y a des gens qui ont compris comment il fallait faire, et puis il y a des gens qui sont en cours de compréhension mais qui ne sont pas encore arrivés. Et lorsque dans une équipe, eh bien, il y a une masse critique de personnes qui savent résoudre les conflits, eh bien, il y en a statistiquement très peu. En tout cas, il n'y en a pas qui sont serrés comme des torchons mouillés qui sortent de la machine à laver.
Et donc, je suis beaucoup plus optimiste sur la deuxième partie de la phrase, qui est qu'on peut les éliminer tout le temps, quelque chose comme ça. Eh bien, oui, on peut tout le temps les éliminer, jusqu'à ce qu'on puisse pas les éliminer. Voilà. Non, mais oui, je pense que c'est pas mal aussi de quantifier ou de redéfinir la notion de conflit. Comme tu dis, si c'est une simple opposition, au final, c'est même plus intéressant d'être avec des gens avec lesquels on a besoin de confronter ses points de vue, ses idées. Ça va amener quelque chose de plus enrichissant que d'être tout le temps en accord sur tout. C'est là où progresse, bien sûr. C'est l'histoire de cet avis extérieur, hein, finalement. C'est très bien de sortir de notre bulle. Et nous, la Pierre-Axel n'est pas là, mais c'est quelque chose qu'on se dit souvent parce que on est souvent ensemble, on a construit Learning Libre ensemble, on dit vous êtes pareil, et en fait on dit non, on est en désaccord sur pas mal de points. De toute façon, si on était d'accord sur tout, il y en aurait un de trop. En gros, c'est l'image qu'on se fait, c'est que si on était deux béni oui à être toujours d'accord l'un avec l'autre, on se challengerait pas nos idées, et au final, l'aventure aurait moins de saveur, et c'est toutes les discussions et les compromis qu'on a qui ont fait qu'on est là maintenant et on touche du bois, mais c'est cette pluralité de points de vue qui est importante. Et donc au final, le conflit, ou du moins l'opposition, est peut-être même essentiel à l'évolution et à la progression, quoi. Bien sûr. Mathieu, la gestion financière d'un cabinet dentaire ne révèle pas du management, mais uniquement de la comptabilité. Ah, c'est faux. Grand faux, il y a les fonds du cœur. Fonds du cœur. Non, bien sûr. Vous avez effleuré effectivement tout le préjudice d'un manque de management, d'une équipe pas épanouie, d'un turnover. Tout ça, en gros, va avoir des impacts. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas notre métier d'être expert comptable, et c'est pas à nous d'aller envoyer la déclaration au centre des impôts. Maintenant, c'est notre responsabilité de savoir de quoi on parle. Et ça, je pense, c'est un fondamental qu'on partage régulièrement, c'est qu'en fait, il faut que les gens comprennent de quoi on parle, il faut venir s'arrêter et faire un point sur sa comptabilité, sur son bilan financier, et il faut comprendre comment c'est construit pour pouvoir être acteur dessus, parce qu'en fait, c'est souvent ça, on le prend de manière un peu passive, son bilan financier, et du coup, on attend un peu que le comptable il nous donne une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors ça, je pense que les gens qui viennent nous voir, c'est 95% des gens, ils arrivent, on leur demande un peu où ils en sont, et puis je sais pas, j'attends le bilan du comptable. Comment ça, t'as besoin d'attendre le bilan de ton comptable pour savoir où t'en es dans ta trésorerie, dans tout ça, et donc c'est important d'être acteur. Et après, je suis vraiment fan des tableaux de bord. C'est hyper important à mon sens de monitorer son cabinet, et on le monitore pas via le comptable, d'accord? Donc c'est quelque chose pour moi qui est interne au cabinet. On a besoin de moniteurs, on a besoin de paramètres, on a besoin de savoir où on est, sinon finalement la croissance elle se fait au hasard, les recrutements aussi, bref voilà, c'est un peu le cœur de notre organisation qui... Si tu navigues à vue, tu as plus de chances de casser le nez que d'anticiper et piloter. Pierre-Michel, une bonne communication interne n'a pas d'impact significatif sur la satisfaction des patients. J'hésite un peu. Je vais dire faux. Ah, mais c'est intéressant parce que du coup, encore une fois, tout ce qui se passe sur l'équipe a des répercussions sur le patient, et donc se soucier du bon fonctionnement de l'équipe et de l'organisation, alors ça peut avoir justement l'effet positif comme négatif. Et donc, je pense que peut-être que les dentistes, je rencontre des dentistes qui sont pas toujours très sensibles à ça, mais ils le sont très souvent par contre quand ils sont en vacances et quand ils vont dans un hôtel et qu'ils voient les serveurs au petit déjeuner qui disent mais dis donc la poubelle c'est moi qui l'ai descendue hier soir, et dis donc je vais la descendre tous les jours, et c'est bizarre, ils ont envie de prendre leur valise pour aller dans l'hôtel d'en face. Ouais. Alors quelquefois ils voient ça à l'extérieur, et puis quelquefois ils se disent chez moi ça n'existe pas ça, les gens se parlent bien, et bon voilà, donc c'est pas forcément évident. Ouais. Ah bon, on fait l'autruche un peu. C'est ça. Mathieu, le succès d'un cabinet dentaire repose principalement sur les compétences cliniques du praticien. Aussi, on est. En fait, on a commencé dur, et puis on y va plus tranquillement. On va gagner, non?
On aura les réponses après ou pas? Qu'est-ce qu'on gagne en fait? Donc les compétences cliniques, ben voilà, on a d'ailleurs très justement parlé tout à l'heure. C'est effectivement quelque chose qui est primordial, sur lequel on s'accroche énormément, et notamment au début de carrière, et puis heureusement d'ailleurs. Mais ça ne peut que être mis en une bonne expertise clinique, ne peut être qu'utilisé grâce à une bonne organisation. On peut être le meilleur de la planète en facettes. Si notre cabinet est vide parce que justement on n'a pas un bon management, que les gens entre guillemets se font pas bien recevoir et qui fuient un peu le cabinet, bah finalement on n'en pose aucune des facettes. On aura beau avoir fait 10 formations et avoir fait Los Angeles, Tokyo et Miami, ben les patients on les verra pas et du coup on fera pas ce qu'on aime. Donc oui aux compétences cliniques, mais oui à l'organisation pour pouvoir utiliser les compétences cliniques, voilà, avec en s'amusant dans sa journée, quoi. Ça fait sens. Et la dernière, Pierre-Michel, tous les membres de l'équipe dentaire devraient être impliqués dans le processus décisionnel du cabinet. Waouh. C'est pas moi qui écris ça? Sûr, c'est pas une citation plutôt qu'un vrai faux? Non, vrai ou faux? D'accord. Oui, bien sûr, mais c'est une telle idée tellement importante. Vraiment, un des grands challenges, et c'est presque poser la digue avant de commencer un traitement endo, je pense en management ou en organisation d'équipe, c'est créer un cerveau collectif. C'est-à-dire un endroit comme un cloud qui est au-dessus de l'organisation, au-dessus du cabinet, au-dessus de l'équipe, dans lequel tout le monde va mettre ses idées, tout le monde perçoit les idées. De façon à ce qu'on n'ait pas 20 cerveaux les uns à côté des autres, mais qu'on ait 20 cerveaux au service d'un cerveau commun dans lequel on choisit tous et on est impliqué même dans comment l'idée est arrivée. C'est un grand classique, on est en réunion en comité restreint, et puis on a vraiment réfléchi pendant 1 heure, et on va mettre quand même le canapé vert. Et on a fait tout un processus de décision pour y arriver. Les 10 personnes qui sont dans la salle de réunion sont d'accord pour le vert. On sort et on balance, entre guillemets, l'idée à la personne qui n'était pas à la réunion, qui ne comprend pas parce qu'elle n'était pas impliquée dans le processus de décision. Et 9 fois sur 10, on a vert. Mais vous y pensez pas. Alors quand c'est la couleur du canapé, ça va encore à peu près. Mais quand c'est, on prendra les vacances en juillet, pas en août. Quand c'est, on va mettre un fauteuil de gaucher, pas de droitier. Quand c'est, on va mettre ce type de moteur en dos et pas celui-là. Alors là, c'est beaucoup plus tendu que la couleur du canapé sur lequel je fais comme ça quand je passe devant. C'est ce pourquoi, en fait, le travail du manager, c'est quelquefois de le ralentir pour qu'il y ait une adhésion et non pas une productivité d'idées pour être un débiteur de bonnes idées auxquelles personne n'adhérera. L'implication des gens dans les idées est plus importante que la créativité des idées. Enfin, les deux matchs sont importants, mais il faut être talentueux dans les deux, autrement ça fait des mauvaises idées imposées. D'accord. Des bonnes idées imposées. Voilà, et du coup, le constat derrière ça, c'est que en gros, c'est plus facile de faire adhérer à une idée quand l'effort collectif y a contribué, et qu'en parallèle à ça, il y a une résistance à l'idée qui est imposée. Ou alors il va y avoir une forme de protection, genre ah non, pas vert, enfin tout ça parce que ça m'est imposé. Donc voire même, enfin, il y a un endroit où c'est vraiment majeur, parce que là je prends des exemples comme ça, mais il y a un endroit où c'est majeur, c'est le recrutement. Le recrutement, ici, voici une équipe de 15 personnes. Et il va y avoir une cellule de 3 personnes qui vont aller faire le recrutement, d'une assistante, par exemple, qu'on va les mettre en stérilisation. Et on n'a jamais mis dans l'implication du choix sa binôme, la marraine. Il peut y avoir des mécanismes inconscients qui est « vous avez eu tort de la prendre ». Si moi j'avais été, j'aurais pas pris elle. Si par contre on l'amène dans le jury, et que voire même dans le jury où il y a 3-4 personnes, on l'amène très très loin à prendre sa décision, on lui demande son avis, voire même si en demi-finale on hésite entre Madame Brune et Madame Blonde, et que sous son conseil on prend Madame Brune, de toute façon nous on était indécis, et puis pourquoi on aurait une meilleure avis qu'elle? On prend sous son conseil Madame Brune. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va arriver en sté? Elle va vouloir se donner raison. Elle va vouloir ne pas être confrontée à son échec de choix. Et elle va faire tout le contraire. Elle va aller même réparer les erreurs que fait peut-être notre nouvelle recrue. Et c'est la dynamique qui est complètement changée. Et de proche en proche, on a des dynamiques positives, des cercles vertueux ou des cercles vicieux. C'est ce qui est clairement primordial de faire à chaque décision. Ok, très bien imagé. Ah non, mais c'est, moi je prends note du management. Je vois l'équipe qui sourit, mais voilà. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit suite à tout ça. Pourquoi, selon vous,
il y a encore des confrères ou des cabinets qui ne sont pas conscients de ça ou qui n'ont pas volonté ou projet de travailler sur ces aspects-là, autre que l'aspect clinique, mais l'aspect justement organisationnel, management et tout. Pourquoi tout le monde ne franchit pas le pas qui semble naturel pour nous, parce qu'on en parle depuis des heures. J'avais déjà été dans un cabinet comme ça, donc le tout premier cabinet dans lequel j'ai exercé était structuré de cette manière, donc ça fait sens pour moi de travailler que de cette manière-là. Mais pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Est-ce que vous avez des pistes, des idées de ce qui bloque les gens ? On avait évoqué un petit peu le côté opposition, santé, business ou autre, éventuellement l'aspect outils, instrument de travail, genre de toute façon j'ai pas la place. D'où viendraient un petit peu les freins à cette volonté de développer un petit peu cet aspect de l'activité quotidienne ? Ouais, Mathieu, ça te brûle les lèvres. Ah, c'était drôle, je fais ça. Il y a une réalité, je pense que c'est beaucoup de gens viennent nous voir à un moment de crise profonde. Ok. Il a fallu une grosse crise, il a vraiment fallu un gros truc pour qu'ils décrochent leur téléphone, parce que il y a cette sensation qu'il faut faire un effort. En fait, il faut sortir de sa zone de confort, il faut s'arrêter, il faut venir retravailler ses process, s'interroger. Et finalement, il y a un des trucs qui coince, on passe à côté, on se dit allez, ça passe encore cette année, voilà. Et puis, des fois, voilà, c'est le compte dans le rouge, les prud'hommes, c'est la grosse crise. Et là, et c'est ce qui fait qu'ils disent, ok, je les vois passer depuis un bout de temps, on m'a dit que ça se passait super bien, je décroche mon téléphone. Donc, il y a évidemment qu'une mauvaise volonté, mais c'est de se dire que finalement tout seul je vais réussir à m'en sortir et que c'est une problématique qui peut sembler parfois mineure et voilà, tout notre rôle, tout ce qu'on peut donner aussi à travers les formations, c'est de se rendre compte que finalement pour bien exercer son métier, pour s'amuser, on a besoin de ça, on a besoin de l'organisation. Et je pense que c'est juste quelque chose qui est dans l'angle mort de beaucoup de gens et il faut se retourner, il faut faire l'effort de se retourner. Et c'est un effort de confiance qui, ou typiquement, finalement, ce qui motive beaucoup les personnes à venir vous voir, ceux qui n'en sont pas conscients de base, ça s'impose un peu à eux au moment où il y a une crise. Et c'est là où ils se disent, c'est un peu la dernière solution avant de tout jeter. C'est ça qu'on peut faire tellement de choses par anticipation et c'est notre credo. C'est là où on aide tous les confrères et les consoeurs. On le fait avant la crise, il y a plein de choses à faire, on construit les choses et justement on le fait pas après pas, on fait pas tout d'un bloc et ça prend justement du temps, il faut que ça se fasse bien. Donc voilà, pour moi c'est pas attendre la crise, mais c'est parfois ça qui est difficile comme message à faire passer, c'est de se dire ok là cette année je prends un peu de temps pour finalement me remettre un peu en question et c'est pas toujours oui, c'est vrai que quand tout va bien, on va pas avoir tendance à aller se remettre en question ou vouloir changer ce qui... Bon, tout va bien, mais ça passe, tu vois. Voilà, tu le disais tout à l'heure, genre, mais pas chez moi. En fait, non, c'est juste qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe et on s'en rend pas compte. Un dernier petit jeu. Très bien. Celui-là, dynamique. Okay. Donc là, c'est un oui-non. Donc, je vais lire du mieux possible l'ensemble des questions. C'est le jeu où il ne faut pas dire ni non. Ah non, il faut dire oui ou non et que oui ou non. Contrairement à l'autre, on ne va pas développer, mais je vois, en parcourant les questions, il y a des notions, on y reviendra après, on les expliquera. Pierre-Michel, tu commences ? Ah d'accord, on fait chacun notre tour. Ou alors je vais faire... on va faire moitié-moitié. D'accord, très bien. Alors, oui ou non, faut-il se concentrer sur l'amélioration de l'organisation pour mieux soigner les patients ? Oui. Est-il essentiel d'analyser les croyances limitantes pour optimiser la gestion d'un cabinet dentaire ? Oui. Regrouper les actes lors d'une même séance permet-il d'améliorer la productivité d'un cabinet ? Oui. Est-ce que travailler sur plusieurs fauteuils simultanément augmente l'efficacité des soins ? Oui. La loi de Parkinson doit-elle être prise en compte pour mieux gérer le temps dans un cabinet dentaire ? Oui. La loi de Pareto appliquer la loi de Pareto permet-il de mieux hiérarchiser les priorités dans un cabinet dentaire ? Oui. Faut-il utiliser la matrice d'Eisenhower pour une gestion du temps plus efficace ?
Oui, absolument, oui. Les réunions régulières sont-elles nécessaires pour maintenir une bonne organisation au sein du cabinet? Absolument, oui. En fait, c'est le jeu du oui ou oui. Oui. Mathieu, à ton Tu vas avoir tour. tous les noms. La gestion de l'agenda doit-elle être planifiée 1 an à l'avance pour optimiser les rendez-vous? Oui. La conception du zéro tiroir permet-il de réduire les erreurs dans la gestion des instruments? Oh, que oui. La règle des 2 minutes est-elle un outil efficace pour améliorer la productivité? Oui. Est-il important de maîtriser le pricing des actes pour rester compétitif dans un marché en évolution? Ah oui. S'il te plaît. Utiliser un tableau de bord de productivité aide-t-il à suivre et améliorer les performances du cabinet? 1000% oui. La consultation post-traitement est-elle cruciale pour fidéliser les patients? Mais oui. Est-il nécessaire de prévoir la suite de chaque consultation pour assurer un suivi optimal? Oui, bien sûr. L'harmonie et la confiance au sein de l'équipe sont-elles des piliers pour un cabinet dentaire prospère? Oh, Oui. C'était vraiment le jeu du oui, 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 quoi. Il y a des petites notions sur lesquelles je pense qu'il peut être intéressant que l'on revienne rapidement pour définir la loi de Pareto, la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, si je ne me trompe pas, c'est en gros si on décide de lancer un projet et qu'on attribue à ce projet 2 mois, on sait qu'on va prendre 2 mois à l'exécuter. Inversement, si on y accorde 2 semaines, en 2 semaines, on va aussi l'exécuter. Donc en gros, c'est un petit concept de productivité plutôt que de concevoir des lancements ou autres sur des projets longs. Autant se mettre dans le mal psychologiquement et s'imposer des timings serrés qui au final passent. Ouais. C'est un peu ça. C'est complètement ça. Et quelquefois, elle est un peu vue ou elle est menacée par une croyance limitante par rapport à ça, qui est que je vais engendrer du stress, je vais engendrer du mauvais travail. Et du coup, si j'ai ma valise qui est à préparer parce que mon train est à 17h, je vais prendre un t-shirt, aller à la valise qui est là-bas, revenir, prendre l'autre t-shirt à la valise. Et d'un seul coup, j'ai une alerte comme quoi mon train est annulé, mais que je peux prendre celui de 14h. Je vais faire Einstein, une invention. Je vais déplacer la valise et la mettre dans le dressing. Je mets 2 mains et je mets 2 t-shirts et je les mets dedans. Et ils seront pas froissés, ils seront exactement pareils. Ce qu'on voit là, ici, c'est que c'est pas lié à du stress supplémentaire, c'est lié à utiliser une idée, à utiliser une ressource technologique de fou qui s'appelle déplacer la valise, que je n'utilisais pas après, parce que j'étais pas acculé à en avoir besoin. Et c'est ça Parkinson. Parce que Parkinson n'est pas un souci de productivité au détriment d'un stress, engendrant un stress ou engendrant un mauvais travail. Il faut vraiment le voir comme ça. Et donc c'est une très bonne habitude que de mettre des deadlines afin de ne pas se laisser se répandre, on dit se répandre dans le temps nécessaire. Un bon principe de productivité. Et la loi de Pareto, elle, c'est la règle des 80-20, en gros. Alors, il y a la notion d'acte. C'est un peu lié aussi à la productivité ou à l'aspect financier, mais par exemple, on le voit dans le business, ça peut être, en gros, 80% des revenus sont générés par 20% des actes. Donc, dans l'idée, autant se focus sur 20% de ce qu'on fait pour aller chercher le gros du ROI, enfin du rendement. Dans un cabinet dentaire, il y a peut-être une autre notion que le rendement là aussi. Enfin, ça intervient à plusieurs échelles. Là, c'est l'exemple que j'avais en tête. La loi de Pareto, justement, dans l'organisation d'un cabinet, vous l'appliquez où? En fait, la loi de Pareto dans un cabinet dentaire, elle s'applique à plusieurs niveaux. Mais par exemple, si on parle de l'agenda notamment, eh bien finalement, la notion de loi de Pareto, 20% de nos actions donnent 80% du résultat. Et souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que dans un cabinet, eh bien, on va avoir au niveau passion, au niveau amusement, eh bien, on va avoir un rapport qui est effectivement inversé. Et du coup, on a 20% de ce qu'on fait qui nous passionne. Et du coup, le but, c'est d'inverser ça et de prendre ça en compte quand on fait notre pré-remplissage à l'année de notre agenda. Donc voilà, ça se joue dans plein d'autres niveaux, mais je trouve qu'il y a un niveau où on le voit pas assez souvent, c'est l'agenda. Et qu'en fait, c'est ce qui nous permet aussi de nous amuser au-delà d'être efficace en le prenant en compte. Donc organiser, anticiper, réserver des plages horaires, enfin moi je pense qu'il y a plein de méthodologies. Je peux donner un exemple parce que il est quand même pas si vieux que ça. J'étais en relation en Zoom avec une assistante, on m'avait confié une mission pour organiser ce qu'on appelle les relances de vie.
Il y a certains cabinets qui sont très bien organisés, qui font des devis, et puis ils ont une personne qui s'en occupe un peu plus particulièrement et qui se permet, alors relancer, c'est pas le mot que je recommande, mais ici je dis plutôt moi prends soin de la personne qui décide et rappelle-le pour savoir il est dans son processus. Je pense que la façon dont on choisit les mots, c'est important. Bon, du coup, j'étais avec cette assistante-là, et puis elle était un peu désespérée parce que le ratio de transformation de ce docteur était que de 50%. Et je lui dis, ok, très bien, sur ton très beau tableau Excel, montre-moi tous les rendez-vous, tous les patients qui sont en attente. Donc elle me le met, je dis, ok, filtre, et mets-moi par ordre décroissant, plus exactement, les devis. Et donc j'avais 100 000 euros de devis qui n'étaient pas signés, et elle me les met par ordre décroissant. Et je dis, ok, il y en a combien? Il y en a une centaine. Je dis, ok, tu me prends les 20 premiers. Et elle prend les 20 premiers, je dis, fais-moi la somme, et ces sommes-là, les 20 là, faisaient 80%. Et je lui dis, c'est très bien, téléphone uniquement à ces 20-là. Et je l'ai revu quelques semaines après, et elle avait transformé ces 20-là qui représentaient 80%. Donc en fait, ce qu'il faut retenir quand même là, c'est que la loi de Pareto, il faut l'humaniser. Il faut prioriser la relance de ces patients-là, et les autres, il faut quand même s'en occuper. Il ne s'agit pas de les délaisser au point qu'ils ne sont pas rentables. Il ne faut pas transformer les lois de gestion en des lois vulgaires, de la rentabilité à tout prix, où tout est axé sur la rentabilité. C'est pas ça du tout. C'est avoir des actions stratégiques qui sont plus efficaces, et c'est ça en ça qu'elle est comment vertueuse. Ouais, c'est une attribution de ressources, une priorisation un petit peu des tâches. C'est exactement ça. Eh ben, merci beaucoup. Pour tous ceux qui sont encore là, qui suivent cet échange et qui ont été passionnés par tout ce qui s'est dit ici, sachez que vous pouvez retrouver Pierre-Michel et Mathieu autour d'une formation que l'on a construite en collaboration. Cette formation s'intitule « Révéler votre potentiel » avec pour premier thème un module spécifique sur l'organisation. Peut-être que vous pouvez nous partager 2 mots. Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Quels sont les objectifs? En quoi ça va transformer et changer la vie des apprenants qui vont la suivre? Je dis ça avec... c'est pas de l'humour, j'y crois vraiment, encore une fois, à travers tout cet échange, c'est quelque chose de capital dans le quotidien d'un chirurgien dentiste, de ne pas être qu'un bon clinicien, mais de savoir aussi prendre soin de ses équipes et tout. Donc ça, voilà. Je pèse mes mots quand je dis que c'est quelque chose dont... En tout cas, c'est un projet dont je suis très fier et très heureux de mener à bien avec vous. Bah, merci à toi, Julien. C'est vrai que c'est un magnifique projet qu'on a pu monter ensemble. Cette formation-là, alors on veut transformer les vies, on veut créer de l'harmonie. Maintenant, de manière pratico-pratique, on a essayé de faire quelque chose que les personnes puissent, appliquer dès demain au cabinet, en parlant de l'agenda, mais en profondeur. C'est les règles, c'est comment ça se travaille, combien de temps à l'avance, les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3. C'est comment créer justement de la cohésion d'équipe. C'est beaucoup de règles. Je sais qu'il y en a certaines dont tu veux parler là pour... Disons qu'on s'est vraiment axé à parler et à donner des outils aux dentistes qu'on connaît très bien, qui sont quelquefois stressés, qui ont du stress pendant leur travail, qui l'importent chez eux quand ils rentrent. On veut parler aux dentistes qui ont quelquefois des problèmes de rentabilité parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser et du coup le système il est pas fluide, il est encrassé, et on veut leur donner des solutions pour qu'ils redeviennent des dentistes paisibles et pas inquiets de leur avenir financier. On a des dentistes qui sont massacrés par la pression du temps, qui rentrent chez eux à 20h, ils n'ont pas de vie, ils ont des enfants qu'ils connaissent à peine, ils passent à côté des étapes fondamentales de bébé nageur ou de apprendre à lire. Il y aura pas d'autre personne que le papa ou que la maman pour aller apprendre à lire ou pour aller je ne sais où. C'est pas quelque chose qui se délègue. On veut s'adresser à ces dentistes-là pour les remettre en harmonie et pour leur permettre de s'inventer des solutions qui sont sauvatrices pour eux. C'est ça notre projet. C'est ça notre projet. Du plaisir dans tout ça. C'est un projet presque philosophique, avec des solutions concrètes. Et c'est la jonction des deux qui fait que cette formation-là, je la trouve prodigieuse. Ouais. Moi, j'ai hâte de la voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir le plan et une fois de plus, je suis hyper enthousiaste et très heureux de cette collaboration entre nous. Merci Pierre-Michel, merci Mathieu, merci à vous tous qui nous avez suivis et on espère vous avoir apporté beaucoup de solutions, beaucoup de clés à travers notre échange et vous revoir très prochainement. Merci beaucoup.